Je remercie pour l'honneur. Il paraît que je dois présider la première partie de la séance ce matin. J'en profite pour remercier encore une fois les organisateurs de cette séance, M. Philippe Fleury et Sophie Madeleine, qui, à part l'organisation parfaite qu'on a tous admirée, nous ont sauvés dans un moment de panique, vous savez, quand on était dispersés sur le territoire et on ne savait si on ne serait jamais arrivé. Bon, finalement, tout s'est bien passé, on est tous là. Et je peux donner la parole au premier de la matinée, Emmanuel Royot, qui parlera de l'Université de Tours, dont le sujet est « Entre les murs, organisation spatiale de la périphérie proche à la lecture du relief de Paul Bigot ». Merci Philippot, et je m'associe aussi à tes remerciements et pour cette organisation tout à fait exceptionnelle. Alors, à 30 ans, à une distance de 30 ans du tout premier colloque sur le plan relief, dont certains d'entre vous qui sont présents ici, en particulier aussi le président, se souviennent, j'ai tenu à associer la vision de l'architecte normand, du créateur du plan relief, à une question de topographie. La perspective esquissée en effet par l'architecte normand n'a pas changé entre la création du relief vers 1911 et sa mort, la mort de cet architecte, en 1942. Elle installe, jusque dans les années 70, un certain nombre de conceptions que nous allons retrouver chez des gens aussi célèbres pour les chercheurs français que Lavedan ou Homo. Et cette organisation, enfin cette vision des choses, va évoluer progressivement vers la fin des années 90, lorsque la multiplication des découvertes archéologiques à la périphérie de Rome va conduire à réviser la notion de suburbium. Cependant, malgré ce nouvel éclairage, la vision de Paul Bigot reste intéressante et permet justement de voir dans les marges un certain nombre de questions qui sont posées par ces récentes théories. Alors, cette vision est une vision marquée par son époque, cette vision de Bigot. Comme vous pouvez le voir sur le texte, c'est une espèce de résumé de la conception de l'auteur sur lequel je vais maintenant revenir. Un auteur dont le principal souci est d'abord d'en finir, je cite, avec cette légende d'une Rome surpeuplée, nous en parlons hier, afin de montrer, dit-il, qu'avec une population approximative de 500 000 habitants, Rome fait encore figure de très grande ville pour une époque privée de moyens de locomotion. Alors, Paul Bigot est quand même tributaire de l'horizon idéologique auquel il se réfère, et son IVe siècle est un petit peu splanguérien d'une certaine manière, puisque nous sommes à une apogée, dit-il, à la fois monumentale et démographique, ce qui pose d'ailleurs pour lui des difficultés. Il l'écrit tout à fait clairement. Disons d'ores et déjà que l'obligation, je cite toujours, où nous sommes d'essayer de caser les 46 000 insulae des régionnaires, ayant chacune la surface moyenne de la maison que nous essayons d'isoler, va nous laisser une bonne marge d'impossibilité. Alors, malgré cette impossibilité, Bigot va nous présenter une ville finalement relativement aérée, voire dans certains secteurs complètement vide de construction, une impression qui est encore accentuée par le caractère incomplet du relief, comme on vous l'a montré hier soir, et pour cette raison même qui ne prend pas en compte l'emprise urbaine et qui laisse de côté aussi toute une partie de la muraille aurélienne en de nombreux secteurs. Qui plus est, le texte qu'écrit Bigot, en particulier son livre de 1942, établit une continuité entre le centre monumental et une périphérie plus ou moins bien définie. Paradoxalement, c'est cette continuité qui restaure la vision de la ville ouverte, qui demeura celle de Rome durant les 3 siècles, telle qu'elle avait été voulue par la réforme augustéenne, et que les analyses d'Edmond Frezouls au colloque sur l'URBS
remirent en avant il y a maintenant une trentaine d'années. Alors, l'image de Paul Bigot, comme vous le voyez sur le texte qui s'affiche, est une image de ville organisée en cercles concentriques. Une organisation centrifuge qui s'accorde d'ailleurs assez bien avec les études récentes sur les limites urbaines et sur l'occupation du sol, qui préfigure aussi un certain nombre de conceptions récentes sur le rapport de la ville avec sa périphérie. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas très loin d'une définition dynamique du suburbium qui a abouti, il y a maintenant une quinzaine d'années, au concept de métropole étendue. Et pour certains, son expansion pourrait même s'expliquer par le renouvellement permanent et le déplacement des franges urbaines progressivement absorbées par le tissu urbain. Alors ce processus n'est pas véritablement documenté, à l'exception du témoignage fossile que représenterait la soi-disant ceinture verte des Hortys et de la disposition de certains quartiers situés au-delà de la muraille républicaine, comme par exemple au Quirinal, où on voit que l'orientation du bâti extramuros, je parle de la muraille républicaine, suit celle du tissu intramuros. La création à la fin des 1er et 2e siècles de notre ère des domaines périphériques pourrait aussi témoigner en faveur d'une progression de l'occupation urbaine qui aurait ainsi obligé à repousser ce type de domaine. À l'inverse, d'autres auteurs, comme Simon Malmberg et Hans Bure, défendent l'idée d'un développement non pas centrifuge, mais d'un développement qui se ferait à partir des marges, en particulier lorsqu'ils étudient le quartier de la Porta Eusculina entre les 3e et 6e siècles, et lorsqu'ils essayent de mettre en avant l'armature urbaine qui, pour eux, est nécessaire pour créer une espèce de nouveau centre organisé autour des monuments chrétiens. Alors, ces exemples contradictoires invitent à approfondir un point négligé par Paul Bigot dans son commentaire. L'architecte, en effet, ne fait que quelques brèves allusions aux murailles archaïques et républicaines, qu'il appelle indifféremment serviennes, alors que l'examen de la maquette révèle qu'il y a reporté un certain nombre de tronçons archéologiquement documentés à son époque. On le voit sur le détail de l'image, ainsi que, si on prend la vision d'ensemble de la maquette, 11 portes monumentales de la muraille première. Pour autant, on n'observe pas de véritable changement dans la représentation que Paul Bigot donne de la trame urbaine, de part et d'autre de cette muraille, à la restriction notée déjà plus haut qu'une partie du relief est restée inachevée précisément là où on aurait aimé connaître ses choix. Si l'on admet que la muraille aurélienne est une espèce d'instantané de la périphérie de Rome, comment doit-on voir, comment doit-on considérer cet inner suburb, ce suburbium intérieur en quelque sorte, et quelle représentation pouvaient en avoir ses habitants avant que cet espace ne se trouve enclos dans la muraille aurélienne. Alors, dans la Rome des 14 régions, l'intégration des continentia, que nous appelons par commodité les faubourgs en français, prend acte d'une continuité d'occupation de nature urbaine qui met mal à l'aise et qui met plutôt à mal les limites matérielles et religieuses que sont la muraille républicaine et le pomerium. Sous Auguste, comme vous le savez, le développement extramuros de la ville n'aurait, semble-t-il, concerné que certains secteurs relativement limités. Quoi qu'il en ait été réellement, la réforme augustéenne précède autant qu'elle accompagne l'extension de l'urbs. La mitoyenneté spatiale est en effet un des fondements de cette définition, et l'expression continentia edificia dans les textes juridiques est claire sur ce point. Ces constructions sont soumises à la législation urbaine, elles forment un prolongement de l'espace de la ville, sans solution de continuité, et suggèrent une coprésence, si ce terme est acceptable, de l'urbain et de sa périphérie. Et de ce fait, je vous renvoie à quelques textes qui sont déjà bien connus, comme celui de Denis d'Halicarnasse, qui fournit l'image étonnante d'une ville quasiment sans limite. Alors, on peut douter qu'il en ait été véritablement ainsi, mais cette volonté d'homogénéiser des espaces aux caractéristiques très différentes, intra- et extramuros, intra- et extrapomerio,
est clairement perceptible dans le vocabulaire de Suétone, qui préfère, à propos de la réforme augustéenne, parler de spatium urbis plutôt que d'urbs. C'est le même phénomène d'ailleurs que mentionne Pline l'Ancien lorsqu'il conclut sa description des défenses de Rome en parlant de cet englobement des urbes, c'est-à-dire en fait de ces ensembles, de ces morceaux d'agglomération. Alors, l'existence de certaines de ces communautés archaïques voisines de l'enceinte urbaine est effectivement bien attestée par l'épigraphie de la fin de la République. Je n'invente rien et je ne fais ici que rappeler certaines choses. La récente étude de Laura Chiaufi sur l'épigraphie du pagus du génicule au Trastevere illustre d'ailleurs les étapes progressives de leur intégration dans les régions nouvellement créées et les changements institutionnels qui en résultèrent. Cependant, rien ne manifeste mieux ce souci de remodelage et de définition de l'URPS que les exemples d'utilisation, voire de chevauchement de la muraille républicaine. Le fait n'a rien d'exceptionnel, pas plus à Rome qu'ailleurs dans les provinces. On pourra songer ici à l'Insula Occidentalis de la maison ou à la maison de Marcus Rufus à Pompéi. On connaît aussi des exemples identiques sur l'Aventin, l'Esquilin, le Quirinal. Et sur ce dernier, Pierluigi Tucci, ici présent, a montré qu'un tronçon de l'enceinte républicaine était d'ailleurs représenté de façon quasiment unique sur la forma, sur un groupe de fragments de cette forma jusqu'alors non localisés, et servait même de substruction à une grande demeure aristocratique. On citera aussi sur l'édition de Lanciani de la Forma Urbis Romae le sud de la Porte-Colline avec une domus qui aurait été attribuée à Lucius Fabius Gallus et directement associée à l'extérieur de l'enceinte. Alors, le caractère précoce du phénomène est cependant tout à fait remarquable. Toujours selon Dolly d'Halicarnasse, le tracé des murs, difficile à repérer de son vivant, était masqué par un bâti résidentiel très dense. Même en relativisant ses propos, l'impact de ces destructions liées à la perte du rôle défensif de la muraille est fonction du lieu où elles interviennent et de ce qui la remplace. Clément Chillet a en particulier noté combien la propriété de Mécène, la construction de l'auditorium, la destruction du rempart à son emplacement introduisent un véritable bouleversement dans le paysage urbain. Le nouveau domaine, à cheval sur les limites topographiques et religieuses de la ville, ainsi que la transformation d'une partie de la guerre en une promenade monumentale, contribue avec le voisinage de la Porticus Liviae à faire alors de l'Esquilin un autre lieu d'expression du pouvoir impérial. Tout aussi important sur le plan symbolique paraissent avoir été la restauration et l'agrandissement par Auguste en 16 avant notre ère du temple de Quirinus. Sa localisation proposée par Filippo Coarelli dans le secteur du Palais Barberini, après révision des sources anciennes et modernes, placerait le bâtiment en position dominante sur tout l'espace environnant, outrepassant et englobant désormais la muraille. L'importance du domaine de Salluste, voisin, en serait désormais accrue et on comprendrait mieux ainsi quelle put être l'importance de cette propriété d'un proche d'Auguste. Ces jardins, qui semblent aller jusqu'à l'Alta Semita sous l'Empire, s'adossent au moins à la fin de la République sur la muraille. Leur position dominante et stratégique, comme leur décor, auquel les Flaviens seront d'ailleurs sensibles, offrent un intérêt qui les rend d'une certaine manière comparables à ceux de Mécène. Le principe d'une continuité de l'espace urbanisé soulève toujours un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes concerne la définition de la limite extérieure des régions périphériques, dont il n'existe pas, à ma connaissance, de traces matérielles repérables dans le paysage. Il est également délicat de parler de continuité s'agissant de la rive droite du Tibre, sauf à valider l'hypothèse d'une muraille protégeant le pont Sublicius sur cette rive et associée d'une manière ou d'une autre à la forteresse du Janicule. Cette continuité peut être sans doute sensible dans la pratique quotidienne. Cette continuité ne devait pourtant pas aller de soi en termes d'exercice du droit romain. En particulier, au IIIe siècle après Jésus-Christ, le juriste Aemilius Macer juge utile en effet de préciser la limite à partir de laquelle se calcule la zone des 1000 pas. Malheureusement, l'expression « a contentibus aedificis »
qui figure dans ce texte ne nous éclaire pas beaucoup, et l'on ignore si elle renvoie au bord extérieur de l'enceinte, là où commencent les continentia, ou au contraire, là où il s'achève à l'époque de Macer, voire à la limite même des régions augustéennes périphériques, si celles-ci existent. La remarque du juriste est néanmoins révélatrice de la nécessité de rappeler des règles, en réponse sans doute à une pression urbaine. Cette remarque témoigne aussi a fortiori que tout espace périphérique peut ne pas avoir été soumis aux mêmes lois. Comme le rappelle un autre passage du digeste, la destination des constructions, leur usage urbain, urbico usu, dans le texte, intervenait conjointement aux critères de nature, continentia edificia, et de distance, mille passus. Et cela dans l'application de la loi. Malgré donc son apparente simplicité, le critère de mitoyenneté ne saurait masquer des différences de nature, de statut de cet espace extramuros. Concernant essentiellement l'habitat continu, il invite à penser l'occupation de la périphérie immédiate de l'URPS comme discontinue, hétérogène, faite de morceaux d'agglomération groupés le long des voies consulaires et dont la densité devait varier en fonction de leur proximité avec l'espace urbain intramuros. À cet égard, le développement de l'axe Via Campana, Via Portuense est particulièrement éclairant par la diversité de l'occupation qu'on y observe. Alors l'entreprise augustéenne n'efface pas l'hétérogénéité de ce nouvel espace urbain où les signes d'une discontinuité entre l'URPS intramuros et son extension demeurent sensibles à ses habitants. Au début de l'Empire, le juriste Alphénous se sent ainsi obligé de préciser, dans un but qui nous échappe, une équivalence entre la ville et l'agglomération. Ce que rappelle effectivement le digeste dans le texte que vous avez ici. On voit donc que le tracé de la muraille est effectivement le premier des signes qui perturbent la continuité affirmée du paysage urbain. Bien que le rempart semble avoir disparu sous l'habitat, Denis d'Halicarnasse, toujours lui, note qu'on y trouve encore en, je cite, de nombreux endroits les vestiges de son ancienne structure. Un certain nombre de témoignages confirment l'existence au moins partielle du rempart encore au 1er siècle de notre ère, en 15 à l'occasion d'un tremblement de terre, un petit peu plus tard au moment de la conjuration de Pison, lors du triomphe de Néron en 68 lorsqu'il fait abattre un morceau de l'enceinte républicaine, ainsi qu'à l'occasion de l'affrontement entre Vitelliens et Flaviens à proximité de la porte colline et des jardins de Salluste. Certains tronçons d'ailleurs, semble-t-il, selon au moins Joël Le Gall, subsistaient encore sous Commode, à proximité de la porte Capenne et sous Septime Sévère, d'après la lecture des sources qu'il propose. Et bien évidemment, on a rappelé qu'un secteur figurait toujours sur les fragments de la Forma Urbis, un secteur au moins. La restauration et la monumentalisation par Auguste d'un certain nombre de portes de cette enceinte, Flumentana, Naventalis, Trigemina, Esculina, rappellent ostensiblement le souvenir de la muraille, les activités d'une population marginale à proximité des portes, la présence d'espaces commerciaux cités dans les sources, points de rupture de charge, marchés, etc., accréditent l'idée que les points de franchissement de l'enceinte servaient de barrière, sans doute une barrière d'octroi, et rien n'empêche de penser que la reconstruction des portes citées est accompagnée d'un dispositif de ce type. Si c'était le cas, il aurait été contemporain de la réforme augustéenne, bien que ce dispositif soit surtout attesté dès les règnes de Claude et plus encore de Vespasien. La description plinienne de la Rome flavienne, ce fameux texte avec ses 37 portes, peut ainsi faire référence, si l'on accepte la lecture difficile du terme de Moenia, à ce tracé qui est encore extrêmement débattu, et un tracé qui aurait d'une certaine manière suivi la ligne pomériale au fur et à mesure de son élargissement jusqu'à ce que celui-ci coïncide avec celui de la nouvelle enceinte du IIIe siècle. Autant le pomérium en tant que tel pouvait passer relativement inaperçu pour le piéton, autant la barrière d'octroi et les portes qu'il matérialisait avaient une incidence concrète dans la vie quotidienne et plus immédiatement manifeste que la limite administrative du premier mille.
Dans ce contexte, la destruction par Mécène d'une partie de la muraille et la restauration par Auguste de certaines de ses portes peuvent sembler tout à fait contradictoires avec ce désir d'intégration que je soulignais pour commencer de l'espace urbanisé immédiatement extramuros. Mais peut-être faut-il aussi considérer, au moins pour l'époque augustéenne, que l'intégration des faubourgs se fait à travers des signes monumentaux qui viennent scander certains axes précis du cœur de la cité vers sa périphérie ou de la périphérie vers le cœur de la cité. C'est le cas en particulier du Cleus Suburranus et de son prolongement jusqu'au Via Labicana et des portes en particulier avec la Porta Esquilina, C3B, ainsi qu'un certain nombre de monuments comme le portique de Livy ou le Lacus Orphei. Une fois la porte franchie, la Via Tiburtine est également élargie jusqu'au pont de l'Agneau et le passage des différents aqueducs est ainsi monumentalisé. Il en va de même avec la Via Flaminia, ponctuée de monuments dont la position a été soigneusement choisie en fonction des perspectives qu'ils offraient. Sur la Via Appia, dont le premier mille est le théâtre de la compétition aristocratique à la fin de la République, l'hôtel de la Fortuna Redux et l'arc de Drusus jouent également, à l'époque augustéenne, le rôle de ces signes urbains. Il en va peut-être de même des portes restaurées par Auguste au Forum Boarium, qui donnent accès aux secteurs économiques le long du Tibre. La présence de ces monuments paraît répondre d'ailleurs à l'extension urbaine, là où, selon Hasselberger, elle s'opère. Ces jalons anticipent la proximité du centre-ville et participent de la prise en compte de la périphérie proche. Ils peuvent même marquer sur le terrain, comme dans l'esprit des habitants, les limites de l'URBS. C'est ce qui se produit avec les parties aériennes des aqueducs qui viennent structurer, comme l'a montré Rita Volpe, des quartiers et correspondent probablement à la limite des zones urbanisées, par exemple au niveau de la future porte Prénestine. À l'époque de Pline, il en est d'ailleurs de même du camp prétorien bâti par Tibère, dit-il, ad extrema tectorum. Tous ces marqueurs contribuent ainsi à forger une identité urbaine où subsiste cependant une différence de perception à l'intérieur même de l'espace urbanisé. Et c'est Martial qui témoigne le mieux de cette identité urbaine, plus sensible que d'autres, aux marges et à la perméabilité des espaces qu'il parcourt. Alors, je ne reviens pas sur, je dirais, l'intérêt qu'il y a ici à étudier Martial. Je veux simplement revenir sur la vision qu'il a de Rome dans ses textes et qui a été bien analysée par Emilio Rodriguez Almeida, en particulier lorsque l'on voit dans les références de Martial son intérêt pour certains quartiers. À l'exception de l'Argilette et d'une partie de Subur, le poète concentre en effet son attention sur des quartiers éloignés, mitoyens des faubourgs, et même s'ils font juridiquement partie de l'espace urbain, ces secteurs ont une physionomie tout à fait particulière. Leur cohérence tient alors au mélange des espaces et des fonctions. Lorsque le poète va évoquer l'une des maisons de son protecteur, Gallus, située au Trastevere, il semble presque regretter, au-delà de la fatigue que lui occasionne sa visite, qu'une véritable maison, une maison véritable, puisse se situer au-delà du Tibre. Martial connaît aussi d'autres belles résidences en proche périphérie. Il parle alors de Villae, d'Orti, de Praedia, etc. Mais au Trastevere, qui est à la fois la ville et la campagne, deux identités pour lui s'opposent. L'une citadine, l'autre faubourienne, que Martial va d'ailleurs mettre en scène dans un texte très célèbre, un portrait à charge d'un certain Caecilius. Caecilius ne vaut guère mieux, nous dit-il, qu'un colporteur venu d'au-delà du Tibre, un transtiberinus ambulator. Comme ses semblables qui vivent d'ailleurs de petits métiers, il ne peut prétendre être urbanus. Les différents sens de l'adjectif ici employé, sa polysémie, à la fois policé, citadin, habitant de l'URBS, dessinent ainsi une géographie sociale fondée à la fois sur le lieu de résidence et l'activité professionnelle qui lui est liée, et qui, à mesure qu'on s'éloigne du centre, prive celui qui l'exerce de son urbanitas. En fait, Caecilius, dans ce texte, n'est qu'un urbicus,
un résident en ville, et l'adjectif qu'utilise Martial, cet adjectif univoque, est non seulement univoque, justement, mais beaucoup moins fréquent, et apparaît dans la langue latine à peu près à son époque. La perception des marges de l'espace urbain et l'idée de périphérie est relativement souple d'ailleurs pour que le poète englobe indifféremment les faubourgs proches et plus lointains, usant alors plutôt de l'adjectif suburbanus ou de l'expression suburbé. Le Tibre, pour lui, est une limite clairement identifiée. Au sud, c'est encore la porte Capenne, peut-être justement du fait de la réalité de l'extension urbaine, qui fait toujours office d'entrée dans l'espace urbain. Cité en particulier à l'occasion du départ vers sa villa d'un certain Bassus, juché sur un chariot de victuailles acheté à Rome, elle participe d'un comique de situation inversée, Bassus allant à la campagne plutôt que rentrant en ville avec son chariot. Cette porte, son environnement proche, sont un repère dans une géographie vécue par des lecteurs. Au nord de Rome, l'impression est plus confuse. La villa de Julius Martialus, une domus plutôt qu'une campagne, nous précise Martial, d'où va s'observer l'activité de la ville, ainsi que le pont Milvius, sont les premiers jalons d'une entrée dans un monde urbain, à défaut d'être déjà citadin. C'est d'ailleurs ce qu'illustre le poète à propos d'une autre anecdote d'un Espagnol, un certain Tucius, qui fait demi-tour, connaissant tout d'un coup la qualité de client qui lui est réservée. Alors, pour conclure, eh bien, je dirais que comme aujourd'hui, et plus encore maintenant que l'on parle de métropole, ce qui distingue une ville de son agglomération tient en grande partie à la fois au mode d'habiter et de produire et à l'image que s'en font ses acteurs. Des phénomènes que mesure le gradient d'urbanité de nos collègues et parfois amis géographes, l'uniformisation du tissu urbain ne se réalise que très lentement, souvent en dehors des divisions administratives ou religieuses, celles-là même que nous percevons en fait le mieux. Quelle que soit la forme de ce développement, concentrique ou radial, la création de la muraille aurélienne vient accélérer sa transformation et réduire l'hétérogénéité de l'espace pris entre ces murs. Nous ne pouvons ainsi qu'observer le résultat d'un processus beaucoup plus général, mais qui a été interrompu historiquement. Les mots qui servent alors à décrire cet espace qui ressemble à la ville, mais n'est pas forcément ni organisé, ni exactement perçu comme elle, sont donc importants. Selon qu'ils insistent tantôt sur sa dimension spatiale, périurbain, para-urbain, tantôt sur sa dépendance, suburbain, ou son identité propre au positif, les faubourgs, comme au négatif, la banlieue. D'une certaine façon, cette difficulté à nommer est extrêmement ancienne. À la différence du grec proastéion qui suggère une vision frontale et spatiale, l'adjectif latin suburbanus, qui s'impose sur le substantif d'un usage tout à fait exceptionnel, introduit ici une dépendance concrète d'ordre économique. Quant à continentia, c'est une situation topographique qu'il définit dans un contexte juridique. Si une part non négligeable de ces continentia ont pu figurer sur la forma urbis, leur identification ou celle de la muraille aurélienne, avec ce fameux double cercle qui entoure la vignette de Rome sur la table de Peutinger, reste problématique, tant pour des raisons d'économie graphique que de rapport à la topographie réelle ou d'intention symbolique. Or, c'est précisément tout ce qui ne peut apparaître sur la maquette de Paul Bigot et qui n'est qu'à peine esquissé dans ses commentaires sur les développements de Rome. Je vous remercie. Bien, il y a, j'espère, il y aura une bonne discussion d'un sujet qui est extrêmement compliqué et plein de problèmes encore aujourd'hui. Les limites de la ville, évidemment, en fonction de son histoire. Parce qu'il y a, à l'origine, c'est clair que ces limites sont claires, sont évidentes. Enfin, ce sont des limites de caractère religieux et évidemment administratif. Mais au fur et à mesure que la ville s'élargit, tout est bouleversé. Et jusqu'à la muraille d'Aurélien, pratiquement, il n'y a pas de limite réelle, sauf justement
cette limite de type commercial finalement et administratif qui est celui de Vespasien, décrit par Pline. J'avais remarqué, et c'est peut-être le cas de le dire, que cette limite correspond à peu près au mur d'Aurélien. C'est-à-dire sa longueur est un peu supérieure au mur d'Aurélien. 19 km et demi, le mur d'Aurélien, une vingtaine de kilomètres, mais évidemment. Donc il est possible qu'on ait utilisé la limite administrative pour tracer la muraille d'Aurélien, qui a quand même un but militaire, donc qui ne peut pas suivre exactement parfois. Mais peut-être qu'il y a un rapport. Mais à part ça, on a du mal, par exemple, à définir si le continent a encore un rapport avec le premier mille, par exemple, parce que désormais, tout l'espace qui se trouve entre la muraille servienne et le premier mille, qui était à l'origine les suburbium, est occupé par des constructions qui vont même très au-delà de cette limite, qui reste quand même une limite religieuse. Il y a la difficulté de transformer des réalités religieuses qui restent beaucoup plus stables finalement que la réalité de la construction urbaine. Et comment on peut concilier les deux choses? Il n'y a pas de conciliation possible d'ailleurs. Je crois qu'il y a de quoi discuter. J'ouvre la discussion s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je comprends que ce n'est pas facile, mais faites un effort quand même. C'est une relation extrêmement riche. Il y a plein de... Oui, Fleury. Tu as évoqué ce que dit Paul Bicot à propos de la densité urbaine, hein, qui est contradictoire à un certain nombre de publications, même si lui se situe au IVe siècle, alors que l'on considère que le pic de population n'est pas au IVe siècle, contrairement à ce qu'il dit, mais bien antérieur. Non. J'aurais aimé voir ta position un petit peu sur cette question-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans le texte de 1942, Bigot prend la densité moyenne de Paris à la fin du XIXe siècle pour établir ses calculs de la Rome du IVe siècle. Et il a une vision qui est une vision, je dirais, presque vitaliste de l'histoire. C'est-à-dire que les villes naissent, grandissent, atteignent leur apogée et meurent. Et donc, de ce point de vue-là, si on est à l'apogée, on ne peut être qu'à l'apogée démographique et à l'apogée monumentale. Et la véritable apogée, c'est Paris, c'est le Paris haussmannien. C'est Paris haussmannien. Donc, il va faire un calcul à partir de ses sources, c'est-à-dire effectivement les listes des régionnaires et les fragments de la Forma Urbis en particulier. Il va étudier chacun des morceaux qu'il a à sa disposition dans l'ancienne édition de Jordan. Et il va définir une taille moyenne des Domus et une taille moyenne des Insulae. Il va se livrer à tout un calcul qui est d'ailleurs reproduit tel que dans le manuel d'urbanisme de Lavedan, dans les 2 éditions successives, et ça va traîner quasiment jusqu'à la 2e édition de Léon Homo, Rome et l'urbanisme dans la Rome impériale, où on retrouve exactement les mêmes chiffres et les mêmes principes de calcul. C'est-à-dire qu'il est parti d'hypothèses qui sont des hypothèses, sans vouloir être... c'est pas un terme péjoratif dans ma bouche, mais d'hypothèses qui sont idéologiques, c'est-à-dire qu'il a une certaine conception de l'histoire, il a une certaine conception de l'urbanisme, et il va les appliquer jusqu'au bout, et sans tenir compte forcément des réalités. Mais il est bien conscient quand il dit on est devant une certaine impossibilité. On est face à quelque chose comment je vais faire pour mettre les 46 000 Insulae et Domus, je ne sais pas. Mais je vais y arriver. Voilà. Donc il tord un petit peu les chiffres. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça correspond à l'image qu'il propose. C'est-à-dire que la maquette que l'on voit maintenant,
c'est à la fois une source, mais ça n'en est pas une, c'est d'une certaine manière une source secondaire. Et c'est en ce sens que je dirais que travailler sur la maquette de Bigot, ça oblige à reprendre la documentation qu'il a utilisée, même si on ne la connaît pas en grande partie, quoiqu'il cite au fur et à mesure un certain nombre de choses. Et ça permet ainsi c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin, de jouer avec nos connaissances actuelles en disant, ben voilà, il est parti de là, il ne pouvait pas aller plus loin, mais il a posé tel problème. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, implicitement pour nous, il restaure l'image d'une ville ouverte, alors que ce n'est pas une ville ouverte. Donc il nous propose une ville qui est... Bon, d'accord, c'est la Rome du IVe siècle, mais chacun y voit la Rome à l'apogée de l'Empire, voire la Rome augustéenne. Et cette ambiguïté, c'est exactement la même que celle qui, après quelques décennies, après la première exposition pour le jubilé de la monarchie italienne, va se poser avec la maquette de Gismondi, puisque dans le cadre de la maquette de Gismondi, vous allez avoir, pour le bimillénaire de la naissance d'Auguste, une ville du IVe siècle. Ce qui est totalement illogique. Voilà. Parce qu'on part sur les mêmes présupposés idéologiques, c'est-à-dire l'idée d'une apogée monumentale, démographique, de puissance, et ça ne peut être qu'Auguste. Et finalement, la ville qu'on connaît, c'est la ville du IVe, donc la ville du IVe et la ville d'Auguste, c'est à peu près pareil. On regarde, il suffit d'aller regarder le Champ de Mars, je vous ai mis au début de l'exposé le Champ de Mars. Le Champ de Mars au IVe siècle, il est certainement pas comme le représente Bigot. Il y a des choses qui ont disparu. L'Horologium a été profondément modifié, transformé, etc. Pas mal de monuments ont disparu. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, il fait une espèce de patchwork entre des monuments augustéens et des monuments du IVe siècle. Et l'intérêt de son texte, parce que malheureusement pour nous, Gismondi n'a pas écrit, même s'il a laissé beaucoup de dessins qui ont été édités et montrés dans le catalogue du Palazzo Altemps il y a quelques années, je crois que c'était en 2011. Bigot, lui, a laissé son travail, ses dessins. Il a travaillé sur Lanciani, il a travaillé sur les éditions de Jordan, sur les Régionnaires, sur la Forma Orbis. Mais Bigot a laissé un texte. Et un texte qui fonctionne comme un petit peu, d'une certaine manière, comme Pausanias, c'est-à-dire c'est un discours périégétique. C'est un discours périégétique, c'est-à-dire que ce qu'il ne peut pas nous montrer, il va nous le dire. Et en particulier pour le Palatin, c'est remarquable, parce que, évidemment, lui, il n'a que l'état du grand temple sur la Vigna Barberini, mais il nous parle de tout ce qu'il y a avant. Il nous dit tout ce qu'il y a avant. Il nous dit, ben voilà, on voit ça, etc., ainsi de suite. Et puis, quand ça ne suffit pas, ben, il met une petite vignette dans son texte, un morceau de la Forma, une pièce de monnaie, etc. Donc, il travaille effectivement comme un je dirais, un pensionnaire de la Villa Médicis au moment de son envoi, qui, dans le mémoire explicatif, mettait les documents. Et c'est ce qu'il a fait avec son livre de 42, qui a été précédé par, en 37, au moment de l'exposition universelle, une petite plaquette qui elle-même reprenait la plaquette de la Société des architectes en 1913, puis la plaquette en 1911. Eh bien, il travaille exactement de la même manière. Et je vous invite à reprendre le catalogue, mais ça, les amis italiens l'ont certainement, le catalogue de la Mostra de 1911, avec la salle Bigot au terme de Dioclétien, et le discours de Lanciani, qui est extraordinaire, où il dit « Ave Roma, nous avons accompli notre tâche, cette maquette est extraordinaire, la puissance de Rome, et patati et patata ». C'est un texte formidable, Voilà. Palombi, tu volevi intervenire, credo. Sì, ma hai risposto, hai detto esattamente quello che volevo sottolineare, perché l'evocazione del contesto è fondamentale. Questi sono i 10 anni della trasformazione di Roma in occasione del giubileo laico del 911. Lui ha di fronte agli occhi una trasformazione urbanistica e la formazione di continenza edificia che in realtà si vanno costruendo in quegli anni con la realizzazione dei grandi quartieri ora centrali ma all'epoca periferici, insomma verso i prati di Castello, verso il Celio, il Colle Oppio, insomma c'è una visione di questa Roma che cresce e che sicuramente lo ha molto condizionato.
Invece per quanto riguardava, diciamo così, gli altri aspetti, mi ha molto colpito questo tuo riferimento al meccanismo di collegamento tra centro e periferia, no? Dove il segno della monumentalità e il segno della monumentalizzazione, cioè quello che fa l'urbanitas vera e propria, è raccontato dalla strada. No? Cioè le strade che diventano il vettore attraverso il quale si collega il centro e la periferia. E qui ancora una volta c'è una visione periegetica, non cartografica, questo è molto importante secondo me, una visione periegetica dello spazio. Cioè l'antico percepisce, usa, rappresenta lo spazio attraverso una visione che è quella del cammino, della strada. In questo senso è molto molto importante. Là, ça nous renvoie en fait à des études qui sont des études anciennes des années 60, qui sont des études d'urbanistes et de géographes américains. Je pense en particulier à Lynch. Lynch qui a inspiré deux personnes dans nos domaines, Favreau d'abord, et puis MacDonald, dans le deuxième volume de son histoire de l'urbanisme antique et de l'architecture antique. Lynch qui met en avant cinq points d'attention qui font une ville, qui sont des jalons, les limites, les carrefours. Enfin, je les ai pas en tête, je les ai pas tous en tête, mais moi, je suis parti de l'image de la cité traduite en français là maintenant. Dans les années 70, de ce que disait Lynch avec ses points de repère. Effectivement, on est dans un système piétonnier. Et comme on est dans un système piétonnier, eh bien, on marque l'espace par des jalons. On n'a pas de vue à vol d'oiseau. On n'a pas de vue à vol d'oiseau. On est au niveau du sol. Et ça nous renvoie d'ailleurs à ce qui avait été dit hier à propos du son. Il y a eu, il y a quelques années, je crois que c'est dans une revue belge, un article, je crois, d'Audrey Bertrand, qui, justement, montre qu'il y a des zones de silence quand on passe dans la ville. Il y a des espaces clos, il y a des espaces ouverts. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de suivre à propos du décor des temples et de l'organisation spatiale de ces temples dans la ville, la notion de cheminement. Je crois que c'est un point fondamental si on veut comprendre la perception urbaine. Prima volevo fare solo un'altra osservazione. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'aspect religieux. Nous avons tendance à projeter notre vision du monde qui n'est pas tellement religieuse finalement quand on s'occupe de choses réelles sur l'Antiquité. Or, les limites de la ville aux origines sont des limites religieuses et, si vous voulez, politico-administratives, c'est-à-dire c'est le pomerium et c'est le premier mille, à partir, bien sûr, du pomerium. Le premier mille est mesuré des remparts, ou si on veut, plus exactement. Pensez que finalement, une partie de la ville, comme l'Aventin, ne faisait pas partie de l'Urbs, jusqu'à Claude. Elle était en dehors du pomerium. Donc ça ne coïncide pas du tout avec l'aspect physique, l'aspect religieux. Or, il est évident l'embarras de textes très intéressants que tu as cités de Maker, que les 1000 pas, c'est-à-dire la limite du 1000, ne pas mesurée à partir du Miliarium Aureum, elle n'a jamais été mesurée, mais à partir des continenti, ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que, évidemment, la mesure est prise du pomerium. Et pas de continenti qui se déplacent. Donc il y a une sorte de conflit entre la vision religieuse qui est celle d'origine et la réalité physique qui s'est manifestée et qu'on essaye de concilier, des choses qui ne sont pas conciliables d'ailleurs. Et donc ces deux réalités persistent. Quand Auguste restaure les portes du mur servien, c'est pour avoir justement un point de départ définitif pour mesurer les 1000 sur les voies sortant de Rome. Et là, ça ne change pas. Et donc, il faut prendre un point qui correspond à peu près, disons, au pomerium, même si c'est plutôt les murs serviens, mais enfin, ça revient presque au même. Alors, on comprend qu'il y a un conflit réel entre réalité religieuse, c'est une réalité,
et une réalité physique, en quelque sorte, qui est impossible à concilier, qui est résolu avec des médiations, d'escamotage, comme celui, justement, de dire que le continent, c'est la limite, ce qui n'était pas vrai du tout au niveau religieux. Et la religion reste importante jusqu'à la fin de l'Empire. Merci. S'il n'y a pas d'autres... Je veux juste ajouter une chose, parce que je ne l'ai pas cité, mais je l'ai lu et utilisé. L'excellent article et l'excellente publication qui en a été faite d'Entrée en ville et du travail de Jean-Pierre sur les limites de la ville, le colloque qui avait eu lieu à Orléans. Donc sur les limites de la ville, je dois aussi beaucoup à mon... le premier mille, c'est aussi la limite des aspicchia urbana, c'est-à-dire de la possibilité du tribun, de la plèbe, d'agir jusqu'au premier mille. À partir du premier mille commencent les aspicchia militaria, c'est-à-dire les magistrats militaires qui ont un pouvoir absolu. Et donc c'est une limite entre deux choses bien réelles. Tout à fait. C'est-à-dire la législation urbaine et celle militaire, c'est le premier mille. Alors je crois qu'on peut passer... Merci. Merci.